Comme vous le savez, on a tous des goûts qui sont différents en matière de cuisine, en matière de vin, et ces différences en termes de préférences gustatives, elles ont plusieurs origines. Il peut y avoir déjà une part génétique, on peut avoir plus de sensibilité à l'amertume, à l'acidité, au sucre par exemple, qui fait qu'on va déjà préférer tel ou tel mets. Mais au-delà de cette préférence qui a une origine génétique, il y a aussi toutes les habitudes de consommation, les habitudes culturelles. Quels sont les mets que vous êtes amené à goûter? Si par exemple vous êtes dans une famille ou une région viticole où on est habitué à ouvrir des bonnes bouteilles de vin rouge corsé, tannique, il est probable que votre palais s'habitue au tanin, à l'amertume éventuelle, qui peut être éventuellement portée par les tanins, mais aussi par ce caractère un peu asséchant en bouche des tanins. Donc ça provient aussi de vos expériences. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'on peut définir un peu une cartographie de ses goûts personnels, alors plus qu'une cartographie, plutôt une modélisation un peu de ses goûts personnels, de manière comme ça simple et pratique, pour savoir éventuellement quel type de vin on va préférer. Donc comment on peut faire en sorte de choisir un vin en fonction de ses goûts, en fonction de ses préférences gustatives personnelles. Alors c'est une réflexion que j'ai déjà menée à d'autres moments, où j'ai déjà échangé aussi avec certains d'entre vous sur les préférences qu'on peut avoir pour tel ou tel type de vin. Et j'ai voulu les partager avec vous ici au travers de cette vidéo. Vous allez voir, on va faire quelque chose de simple et pratique. Alors comme souvent, je vais vous montrer quelques schémas très joliment faits. Vous allez voir que je ne sais toujours pas dessiner. Ces schémas, vous pouvez les retrouver dans le kit du dégustateur. C'est le premier lien qui est en description. Donc c'est un dossier que j'actualise régulièrement, sur lequel vous pouvez revenir régulièrement pour voir les infographies que j'ajoute en fonction des vidéos que je vous propose ici. Dans ce dossier, l'infographie que je vais vous proposer, on l'a refait en interne, donc elle est beaucoup plus jolie que le schéma que je vous propose ici. Les schémas que je vous propose, c'est pour appuyer un peu le discours et avoir un support visuel. Et ensuite, l'infographie, ça vous permet d'avoir quelque chose de plus joli à archiver pour bien mémoriser tout ça. Alors, la démarche, elle va être la suivante. On va se poser quelques questions autour de vos préférences gustatives, sur certains mets, par exemple de la manière dont vous les consommez. Et en fonction de vos préférences gustatives, on verra qu'est-ce que ça signifie. Et puis, donc, en termes de vin, en termes de style de vin, quel style de vin vous allez éventuellement préférer. Donc, je fais en sorte de faire un truc très pratique. Donc, n'hésitez pas pendant la vidéo, peut-être à mettre la vidéo sur pause quand je vous poserai une question sur un type de mec que vous préférez éventuellement, pour répondre à cette question, y réfléchir un petit peu, et puis voir l'interprétation qu'on peut faire derrière sur les styles de vin que vous pouvez préférer. Alors, avant toute chose, on va définir ensemble quelques styles de vin. On peut définir un certain nombre de styles de vin, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne et on en a déjà parlé aussi sur des formations. Ici, je vais vous présenter de manière simplifiée quelques grands styles de vin qu'on va pouvoir définir. Je vous les ai fait ici sur un bout de papier. Donc les styles, j'appelle ça les styles simplifiés du coup. Donc au sein des vins rouges, on peut définir les styles légers, donc les rouges légers, les rouges ronds et les rouges corsés. Donc la différence, intuitivement, c'est plein de bon sens entre léger, rond, corsé, c'est qu'on va crescendo en termes de corps, en termes de puissance du vin. Donc il est fort probable que le rouge corsé présente des tanins qui vont être plus puissants, plus mûrs peut-être, que le rouge rond, et encore plus que le rouge léger. Et puis, il est probable aussi que le rouge corsé soit plus riche en alcool, puisque l'alcool, les tanins mûrs, contribuent à la sensation de corps. Okay, donc voilà, c'est assez intuitif, les rouges légers, ronds, corsés. Ensuite, au sein des blancs, même chose. On va définir les légers, les ronds et les corsés. Il est probable que les blancs dits légers soient en fait les plus vifs et les plus acides, les plus nerveux si vous voulez. Et ensuite, quand on va crescendo en termes de corps, les ronds, les corsés, on va partir sur des vins blancs, soit un peu plus riches en alcool, soit avec une sensation de gras en bouche qui est plus accentuée, peut-être avec un petit peu d'élevage en fût, pourquoi pas, avec une fermentation malolactique qui vient atténuer l'acidité. Donc parfois aussi sur des vins un peu plus complexes. Et puis ensuite, alors pour simplifier, j'ai défini un seul style, les rosés secs. On pourrait le subdiviser. J'ai défini un seul style pour les vins avec du sucre, les vins doux. Ça aussi, on pourrait le subdiviser.
et un seul style pour les effervescents, du coup j'ai mis que les effervescents, qui n'ont pas de sucre résiduel. Volontairement, j'utilise pas ici l'échelle de sucrosité des vins effervescents, les bruts, les demi-secs, extra bruts, etc. On n'en parle pas ici. Là, je fais vraiment au plus simple, les effervescents non sucrés, si vous voulez. Donc, je définis comme ça les rouges légers rond corsés, blancs légers rond corsés, les rosés, donc sans sucre résiduel, les vins doux, c'est-à-dire les vins sucrés, et les effervescents. Encore une fois, on peut aller plus loin sur le style de vin, on peut segmenter ce que j'ai mis là, mais c'est quand même une bonne base pour définir un peu une bonne cartographie de tous les vins qui existent dans le monde. Donc ceci étant dit, on va maintenant se poser quelques questions. Alors on va faire des questions très simples, donc combien j'en ai mis? J'en ai mis 4, voilà. 4 questions toutes simples sur certaines préférences gustatives que vous pouvez avoir. Imaginez que je vous propose un café. Si je vous propose un café, donc en termes de manière de consommer le café, on peut éventuellement rajouter du sucre, rajouter du lait, hein, par exemple. En fonction du choix que vous allez faire, ça peut traduire certaines préférences gustatives. Je vous le représente de la manière suivante. Donc ça, c'est une petite tasse de café, hein, pardon pour le dessin un peu approximatif. Et il y a plusieurs options. Est-ce que vous préférez un café en y rajoutant du sucre? Est-ce que vous préférez rajouter du lait et du sucre? Est-ce que votre café, sans sucre, ça vous convient très bien, café noir sans sucre, ça le fait? Ou est-ce que vous allez me dire, non, non, je ne prends pas de café, ni de thé d'ailleurs, donne-moi plutôt, je ne sais pas si on est sur ce type de boisson, un chocolat, un Nesquik bien chargé en sucre, par exemple. Voilà un peu les différentes approches. En fonction de votre réponse, en fonction de ce que vous allez choisir, ça caractérise peut-être aussi des préférences gustatives. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui caractérise le café? C'est que c'est une boisson qui a une certaine amertume. Hein, c'est une amertume. L'amertume, c'est une saveur qui n'est pas forcément agréable de prime abord. Il faut avoir le palais qui s'y adapte pour savoir l'apprécier. Dans le cas du thé, alors le thé peut avoir une amertume moins marquée. Ceci dit, si vous prolongez l'infusion du thé, vous allez extraire aussi cette amertume qui est commune au café. Dans tous les cas, on parle de café ou de thé, hein, vous aurez de la caféine et de la théine, c'est la même molécule, mais c'est pas sur cet aspect que j'insiste ici, c'est plus sur la sensation gustative. Si vous rajoutez du sucre, regardez comment je le présente, ça traduit en termes de palais. Ça, c'est votre palais. Ça, c'est la manière de consommer, ça, c'est votre palais. Donc, si vous rajoutez du sucre, l'impact que ça va avoir sur le café, c'est que ça va masquer l'amertume. Donc, il est probable que vous ne soyez pas spécialement fan d'amertume. Si vous rajoutez du lait et du sucre, alors là, on augmente encore cette sensation, on atténue encore plus l'amertume, puisque la caséine, donc les protéines du lait, réagissent avec les tanins, si vous voulez, du café et atténuent cette sensation d'amertume. Donc on masque l'amertume et on renforce la sucrosité quand on allie le lait et le sucre. Donc votre préférence gustative va aller éventuellement au sucre et moins vers l'amertume. Si vous prenez le café noir sans sucre, vous n'avez pas spécialement de problème avec l'amertume si vous l'appréciez, ce café noir sans sucre, puisque c'est l'amertume qui ressort. Donc c'est une saveur à laquelle vous êtes familière et que, a priori, vous appréciez. Si vous prenez ni café ni thé, donc ça dépend après par quoi vous le remplacez, hein, je prenais l'exemple du chocolat, ou dans ce cas-là, vous n'allez pas aimer l'amertume non plus. Donc, a priori, en termes de vin, sur quoi vous allez porter vos préférences? Alors, je précise à ce stade de la vidéo que les quelques questions que je vais vous poser ici, je ne fais pas un test avec des scores, mettez 5 points sur tel truc, on ne va pas jouer à ça. C'est simplement comprendre la relation qu'on a entre la manière de consommer un mets et donc les préférences gustatives que vous avez et qu'est-ce que ça implique probablement sur vos préférences gustatives en termes de vin. Voilà. On est plus dans la réflexion par rapport à la manière de consommer et les préférences gustatives que sur le petit test avec les trucs à cocher. Hein. Voilà, on est ici pour comprendre comment ça marche. Donc, si vous n'aimez pas l'amertume, j'ai suggéré plusieurs vins. Alors vous allez voir que c'est très ouvert. J'ai mis carrément rouge léger à rond, blanc, rosé, sec par exemple. Parce que vous pouvez rajouter un petit peu de sucre dans le café. Ça va en masquer l'amertume
sans nécessairement signifier que vous allez aimer le café très sucré, hein, parce que ça dépend aussi de la quantité de sucre qu'on ajoute. Là, c'est un peu approximatif, hein, le test. Si vous mettez un petit peu de sucre, ça vient masquer légèrement l'amertume. Si vous bourrez ça de sucre, ça va être plus du sirop, vous masquez l'amertume. Et puis là, on va être plutôt dans le deuxième cas d'ailleurs, où je parlais hein, de la préférence pour le sucre et l'amertume. Donc là, c'est quelque chose qui traduit des préférences qui sont assez génériques, hein. J'ai insisté sur les rouges légers à ronds, les blancs et rosés secs. J'ai simplement pas mis dans la liste les rouges corsés qui seraient caractérisés par des tanins puissants, puisque les tanins dans le vin peuvent contribuer à la sensation d'amertume. Je précise, hein, les tanins, par défaut, ne créent pas nécessairement de l'amertume. Quand il y a une amertume qui est clairement créé par les tanins, ça traduit des tanins plutôt verts, donc qui manquent de maturité. Un raisin qui manque de maturité phénolique. Ce qui n'est pas le but du truc, hein. L'objectif, c'est d'avoir des tanins qui soient suffisamment mûrs. Néanmoins, les tanins créent un côté asséchant qu'on peut assimiler à la sensation gustative, à cette austérité qui est liée à l'amertume. D'où le lien qu'on fait. Alors, si vous mettez du lait et pas mal de sucre, il est fort probable que vous préfériez le sucre et peu l'amertume, et vous allez peut-être avoir une préférence gustative pour les vins dits doux, c'est-à-dire avec du sucre résiduel. Ensuite, si vous ne mettez pas de sucre, là pour le coup, vous aimez l'amertume, en tout cas vous êtes familiarisé avec cette saveur, donc il est probable que vous aimez les rouges assez corsés, voire assez tanniques, hein, j'ai mis rouge rond à corser. Et puis au contraire, si vous n'aimez pas le café et le thé, que vous avez du mal avec l'amertume, peut-être que vous allez préférer les vins doux, voire les blancs, les rosés secs, à quelque chose dans lequel on n'a pas l'amertume qui se manifeste. Donc le but hein, pour vous, c'est simplement de voir quelle préférence vous avez, et puis, enfin quelle préférence ici déjà, qu'est-ce que ça peut vouloir dire par rapport à votre palais, et par quoi ça peut se traduire, en termes de préférence sur les vins. Alors évidemment, hein, on ne va pas partir à fond sur une préférence ou une autre, mais il est probable qu'il y ait une certaine cohérence dans le type de vin que vous aimez derrière. Ceci dit, on s'est juste posé la question là sur le café. Donc on va se poser la question sur d'autres mets, d'autres boissons, pour voir ce que ça peut vouloir dire en termes de préférence. Donc, deuxième question qu'on se pose, ce que j'ai représenté ici, c'est une bouteille. Alors là pour le coup, c'est une bouteille d'eau, hein, c'est pas du vin, c'est de l'eau. Est-ce que si je vous propose de l'eau pour vous rafraîchir, quel type d'eau vous allez préférer? Ou bien si vous consommez de l'eau chez vous, enfin j'espère que vous consommez de l'eau, pas que du vin, j'espère que vous consommez de l'eau, quel type d'eau vous aimez consommer? Est-ce que vous préférez l'eau avec des bulles, l'eau gazeuse? Ou bien vous me dites non, je vais me servir un verre d'eau du robinet, donc du robinet j'ai mis entre guillemets, hein, ça veut dire de l'eau plate. Ou bien, au contraire, ce qui vous fait plaisir, c'est plutôt une eau, soit une eau aromatisée, donc voilà, un côté un peu fruité qu'on va retrouver dans l'eau, ou bien carrément un soda, donc dans lequel vous avez plus ou moins de sucrosité, en général c'est plutôt plus que moins, même si vous êtes habitué à prendre des sodas, vous avez peut-être un seuil de perception de la sucrosité qui est assez haut, vous avez besoin d'avoir beaucoup de sucre pour ressentir cette sucrosité, et il se trouve que l'acidité qui est en général bien présente dans les sodas masque un peu cette sucrosité. Voilà, donc c'est juste une petite réflexion là-dessus. Alors qu'est-ce que ça veut dire, enfin comment vous aimez consommer votre eau? Si vous avez une préférence nette pour l'eau gazeuse, en général, ça veut dire que l'effervescence, déjà les bulles, ne vous dérangent pas. Parce que certaines personnes sont dérangées par les bulles, par la sensation gustative, par le picotement qui est créé par les bulles. Et d'autre part, il est probable aussi que vous aimiez la saveur acide. Alors c'est bizarre, vous allez me dire, parce que dans l'eau gazeuse, il n'y a pas d'acidité, hein, on parle d'eau là. Mais il se trouve que l'effervescence, cette pression qui est exercée par le dioxyde de carbone en bouche, crée une sensation de picotement qui est assimilée à l'acidité. Et d'autre part, le dioxyde de carbone, donc on a dans les créments, les champagnes, mais aussi dans l'eau gazeuse en l'occurrence, le dioxyde de carbone que l'on peut avoir peut, en contact avec une enzyme de la salive, se transformer, si vous voulez, en acide carbonique et une forme d'acide. Du coup, ça crée aussi cette sensation de fraîcheur liée à l'acidité.
Donc, il est probable, je reviens au lien entre l'eau gazeuse et vos préférences gustatives, que vous aimiez les bulles déjà, et puis il est probable que vous aimiez l'acidité. Si vous préférez prendre un soda, voire une eau aromatisée, il est probable que vous aimiez plus, alors j'ai mis entre guillemets fruits frais, je parle d'aromicie, de fraîcheur, je parle aussi de sucrosité, si on parle de soda, on est plus aussi sur le côté sucrosité, que vous préfériez quelque chose qui est plus facile à boire. Alors si vous n'aimez pas les sodas, vous allez dire, attends, c'est pas du tout facile à boire, le sucre maker. Je suis d'accord, mais quand je veux dire qui est plus facile à boire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de caractère austère en bouche. Le caractère austère étant l'acidité ou dans les vins, les tanins également. Par quoi ça se traduit en termes de préférence gustative? Eh bien, si vous partez sur l'eau gazeuse, déjà, c'est probable que vous aimiez les bulles dans le vin, que vous aimiez en tout cas que l'effervescence dans les vins ne vous dérange pas, et puis que vous aimiez aussi les vins blancs secs et les rouges légers à rond. Donc les rouges plutôt fins, plutôt élégants. Donc si vous avez une préférence pour les sodas, les eaux aromatisées, il est probable que vous aimiez, que vous appréciez la sucrosité, le côté fruité, quelque chose qui est plus facile aussi. Et donc on part sur une préférence de vin doux avec du sucre résiduel. Alors, c'est pas quelque chose qui est automatique, là encore, vous avez compris comment ça fonctionne, ce type de questions. Ce sont des réflexions entre les préférences gustatives, enfin votre palais, et les préférences sur les vins. Troisième question, troisième mai, on va parler un peu de fruits. Il y a plusieurs fruits qu'on peut traiter, là dans le but de rester sur une vidéo qui soit relativement courte. Bon, on n'est pas du tout sur du short, mais relativement courte. Je vais partir sur un fruit qui est la pomme, et vous demander de quelle manière vous préférez la consommer. Si votre préférence va plutôt vers une tarte aux pommes, alors avec du sucre, on va dire une pomme au four, sucrée par exemple, donc un dessert à base de pommes, ou bien est-ce que vous préférez, vous savez, les pommes Granny Smith qui sont caractérisées par un côté assez vif, acide en bouche, ou bien vous préférez par exemple les Golden, donc c'est différents types de pommes, ou bien une pomme plus en plan dessert. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, vous pouvez vous-même vous poser la question, sur quoi vous partiriez plus spontanément. Par quoi ça se traduit? Eh bien, si vous préférez le dessert à base de pommes, il est probable que vous aimiez masquer l'acidité du fruit par le sucre, la manière dont c'est cuisiné. Donc moins d'acidité et plus de sucrosité. Si au contraire vous avez une préférence par exemple pour la Granny, donc avec son acidité assez verte, il est probable que vous appréciez l'acidité en termes gustatifs. Donc là, voilà, je pars un peu sur ces deux extrêmes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si on part sur la préférence dessert, la préférence peut aller vers les vins doux, mais si on part sur la préférence Granny, on est sur la préférence acidité. Donc l'acidité, ça peut se traduire par, j'ai mis blanc et rosé sec, on peut être sur des blancs qui sont plutôt légers, voire ronds, voire éventuellement corsés, mais qui ont une certaine fraîcheur en bouche, une certaine nervosité caractérisée par l'acidité. Ou bien, sur les rouges légers, ça veut dire que dans le profil gustatif, ce qui ressort de ces rouges, c'est leur acidité. Et puis, quatrième question qu'on se pose, c'est, je vous donne du fromage, je vous propose un plateau de fromage, différents fromages, lequel vous allez choisir plus spontanément. Est-ce que vous allez choisir, donc ça oui, c'est un dessin de fromage au passage, alors est-ce que vous allez partir plus spontanément sur les pâtes persillées, typiquement les Roquefort par exemple, exemple type. Ou bien sur les croûtes lavées, donc les croûtes lavées, ceux qui sont un peu orange, comme typiquement un Munster. Ou bien est-ce que vous allez partir autre extrême, sur un fromage frais, peut-être industriel, voilà, donc vous avez cette texture un petit peu mousseuse de fromage très léger. Ou bien, est-ce que vous allez partir sur une pâte molle, on va dire un brie, pour l'exemple. Voilà, pour avoir quelques exemples. Lequel vous allez préférer? Si votre préférence va plutôt... Alors j'ai mis, moi, dans un même bloc, les pâtes persillées, donc les Roquefort, le Munster dont je parlais à l'instant. La préférence va peut-être aller vers les
les goûts qui sont plus corsés et plus concentrés. Parce que là, pour le coup, on parle de fromages qui sont persistants, qui sont puissants en bouche et qui persistent. Si au contraire, vous préférez partir vers les fromages frais, donc les fromages frais, ce sont les fromages qui sont plus faciles, sur lesquels on n'a pas d'austérité. Donc moi j'ai mis aussi les plus sur les fruits frais, les textures grasses, mais j'aurais pu dire aussi plus sur ce qui est facile. Parce que ça permet de comprendre aussi les préférences gustatives que l'on peut faire en termes de vin. Par quoi ça peut se traduire en termes de préférence sur les vins? Eh bien, si vous appréciez le corps, la concentration, il est probable que vous aimiez les rouges corsés ou les blancs corsés. Attention, je ne parle pas ici d'accord mets-vin. Je ne parle pas d'un accord mets-vin entre un roquefort et puis un vin. Parce que là, vous savez que l'accord avec le vin doux, Sauternes, le Porto, pour citer les classiques, ça marche très bien. Mais là, ce que je parle, c'est la préférence gustative pour ce type de fromage. Qu'est-ce que ça peut impliquer sur les vins? Okay. Et ensuite, pour donc, les fromages frais, il est probable que vous préfériez partir sur ce qui est plus facile à déguster, des blancs secs à moelleux également. Donc voilà pour cette réflexion qu'on peut avoir entre quelques questions simples qu'on se pose sur les préférences, sur la manière de consommer des mets ou de l'eau aussi pour le coup, et ce que ça peut traduire en termes de préférences gustatives et donc de préférences sur les vins. Donc vous l'avez compris, le but de votre côté, c'est de réfléchir aux correspondances possibles et voir s'il y a un type de vin qui revient régulièrement par rapport aux réflexions qu'on a eues ici, et par rapport à ça, à comprendre pourquoi vous pouvez avoir telle ou telle préférence gustative pour les vins. Donc n'hésitez pas de votre côté ou aussi à poser la question autour de vous des préférences gustatives et essayez de voir ce lien que ça peut avoir sur le palais et donc les vins choisis spontanément. Je vous rappelle que donc, ces jolis schémas sont disponibles en infographie beaucoup plus propre, qui sont disponibles sur le kit du dégustateur. C'est le premier lien qui est en téléchargement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un peu des approches techniques ou de la dégustation pure. Si ça vous a plu, merci comme toujours de la liker, de la partager. C'est comme ça aussi qu'on fait connaître cette chaîne sur laquelle vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc, je vous en remercie beaucoup pour cela. J'en suis très reconnaissant et merci aussi pour tous les commentaires que vous me partagez. C'est aussi des sources d'inspiration à les questions que vous me posez pour vous proposer d'autres contenus. Donc, n'arrêtez pas. On se retrouve sur un prochain mail, une prochaine vidéo ou sur les formations sur le site lecoam.eu. À très bientôt.